Bonjour à tous et bienvenue dans le No Watch Mag. Le No Watch Mag ce soir, un peu spécial puisque nous sommes à Le Web 2012. Je suis avec Patrick qui a pas bien dormi cette nuit, pas trop. Qui est allé dormir dans les fauteuils de la salle plénière de Le Web. Presque, mais ouais. Patrick, est-ce qu'il t'est resté quelques petites choses? Alors juste pour expliquer la journée, Cédric Bonnet est là, Christophe Ponsol est là, on a tous nos amis qui sont là. Les amis de Microsoft nous ont prêté cet espace pour qu'on puisse tourner l'émission. Donc on remercie énormément Microsoft de nous prêter cette belle cuisine. Patrick, que vas-tu nous préparer ce soir comme petit cocktail? Écoute, une petite sauce tech aux arômes de Le Web. D'accord. Peut-être commencer par présenter ce que c'est que Le Web pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas Le Web. Alors qu'est-ce que Le Web, Patrick? C'est la conférence tech de la scène européenne. C'est une conférence orientée pro, donc c'est pas vraiment grand public forcément. Il y a 3000 participants environ, 3000 conférenciers, enfin personnes qui viennent assister. Et c'est organisé par Loïc Lemeur, qu'on connaît bien chez No Watch. Et il présente différents produits, différentes idées sur différents thèmes qui tournent autour de la tech. C'est un petit peu orienté start-up, investisseurs, ouais. Et discussion sur l'industrie. Donc c'est un niveau de discussion qui est généralement assez élevé. On ne parle pas uniquement de produits qui vont intéresser les auditeurs et les spectateurs de No Watch, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes aussi, et on en a vu pas mal aujourd'hui. C'est vrai que il y a des trucs que nos auditeurs connaissent bien, des produits très B2C, il y a du PayPal, il y a du Facebook, il y a du Google. À côté de ça, il y a beaucoup de choses en B2B. En face de nous, on a Salesforce, par exemple, ou Wildfire, qui est la section sociale, réseaux sociaux de Google. Donc, il y a des choses beaucoup plus B2B. Mais ce mélange est justement assez intéressant parce qu'il y a le monde des affaires, il y a le monde du divertissement, beaucoup de mélange. Mais en fait, ce qu'a fait Loïc et Géraldine, il ne faut pas l'oublier, c'est Géraldine qui gère vraiment sa femme, donc qui gère la conférence. En une dizaine d'années, ça a commencé avec les blogs. La première conférence qui était quelques dizaines de personnes, une centaine de personnes qui se réunissaient à Paris. Ouais. Et ça a vraiment grossi jusqu'à devenir la plus grosse conférence tech européenne, ce qui veut dire que c'est aujourd'hui un rendez-vous vraiment incontournable. Tu mentionnais effectivement des gens comme Wildfire, Salesforce. On a Microsoft qui était là l'année dernière, donc on est sur le stand de Microsoft. On a Orange, énormément Nokia, de gros acteurs. PayPal, voilà. Donc c'est vraiment l'occasion, une des seules occasions qu'on a en France et en Europe. Il y a une édition londonienne aussi maintenant depuis un an. Ouais. En France et en Europe, d'avoir une vision locale et globale sur cette industrie. Tout à fait. Alors, moi, Christophe et Cédric, on n'a pas énormément de choses à dire aujourd'hui parce qu'on a dû résoudre pas mal de problèmes techniques pour tourner cette émission et d'autres, puisque on a eu pas mal de problèmes techniques, donc on n'a pas vu grand-chose. Donc c'est moi qui m'y colle en fait. Je vais surtout te poser des questions à toi et puis après on va avoir quelques amis qui vont venir nous rejoindre, nous raconter leur journée. Alors, Patrick, le web cette année, c'est le web par l'objet. Qu'est-ce que tu vas me faire là? Voilà, j'ai un objet, donc le web par l'objet à partir d'une banane. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que cette banane pourrait transmettre comme information sur le web, dans biométrie, Alors écoute, ce genre de choses. L'impression qui ressort vraiment de cette conférence, c'est que la connexion arrive partout. Peut-être même dans les bananes. Peut-être même. Disons que il y a ce que disaient certaines personnes dans les conférences auxquelles on a assisté, c'est que le physique, le monde physique et le monde digital se mélangent. Je pense notamment à Jeff Higgins de Smart Things. On va peut-être commencer par lui, c'est pas le premier qu'on a vu. Smart Things voulant dire les choses intelligentes. Les choses intelligentes, exactement. C'est pas lui que j'ai vu en premier, mais puisque tu me parles de banane, on va parler de ça. Parlons de la banane de... Smart Things, c'est une société qui veut amener à tout le monde le rêve, le fantasme de la domotique en fait. Et pour ce faire, ils ont 3 principes qu'a énoncé donc Jeff Higgins. Il a parlé de facilité d'utilisation, d'ouverture dans le sens de standard et d'intelligence. Et ces 3 principes qu'il veut respecter pour permettre aux enthousiastes et peut-être à terme à n'importe qui de rendre sa maison intelligente. Ce qu'il propose, lui, c'est de vendre des packs d'objets
qui se compose d'un hub d'une part et de différents types de capteurs d'autre part. Il y a des choses comme des capteurs d'humidité, donc on peut penser aux bananes par exemple. Peut-être que, est-ce que ma banane est bien humide ou pas? D'accord. Voilà. Des capteurs qui te permettent de voir si une porte est ouverte ou fermée, sur des interrupteurs. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre si comme bébé capteur dort, si des capteurs le de frigo, présence, de bruit, etc. Ouais, le frigidaire est à la bonne température pour les trucs sanitaires. Et donc tous ces éléments sont des petits éléments indépendants. Et tu as un hub qui réunit tout ça. Et tous ces éléments, c'est pas uniquement les éléments SmartThings qui vont que lui vend, qui vont pouvoir être intégrés au système, mais comme il parle d'ouverture et de standards, ça veut dire que tous les standards différents qui existent dans ce domaine. Il parlait, je vais peut-être faire des erreurs, mais il parlait de Zigbee, de Z-Wave. Il a aussi intégré des éléments Arduino que Corben et Cédric connaissent bien. Finalement, ça va être un peu le problème avec la domotique. C'est une guerre de standards. On va se retrouver dans une situation un peu intermédiaire dans les années à venir où il va falloir un peu signer avec une norme de domotique. J'irai pas jusque-là. Il faudrait tout unifier. Mais... C'est pas exactement ça. C'est que le problème, c'est que la domotique, on en parle depuis très longtemps. Et pour vraiment construire une maison qui soit domotisée, il faut le faire dès le début. Tu vois, il faut, quand tu construis ta maison, et lui, ce qu'il propose, c'est d'avoir des petits modules qui permettent de domotiser ta maison, même si elle n'a pas été pensée comme ça. Et pour ça, il faut que tous les éléments communiquent entre eux. Donc, il a fait des démonstrations. Il y a une petite app sur smartphone, en l'occurrence, je crois que c'était un iPhone, qui te permet de contrôler tout ça. Donc, tu vas dire, si jamais la porte de la chambre est ouverte, allume la lumière de la cuisine. Ce genre de choses, tu vois. Et tu peux contrôler... d'ailleurs, Cédric nous le montre sur son Windows Phone. Tiens, donne ton Windows Phone. Attends, je vais aller le chercher. Tu peux effectivement contrôler tout ça avec ton smartphone. Et il y a, là où ça devient véritablement très très fort, c'est qu'il y a des langages de script qui sont contrôlables et possibles à écrire très facilement sur une page web, qui te permet de transformer. Il y a quelqu'un avec qui on discutait tout à l'heure sur le stand de Microsoft justement, qui nous disait c'est un se passe if this then that de la domotique. If this then that, qui te permet de traduire. Si ça se passe, faire ça. Voilà. Et c'est un service qui marche bien sur le web, qui te permet de dire par exemple, si je poste sur Twitter, Cédric veut récupérer son smartphone. Attends, je passe quelques appels et je te le rends après. Si je poste quelque chose sur Twitter, copie-le sur Facebook ou archive-le sur Evernote, tout ce genre de choses. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant. Les packs sont en vente pour $300 avec un certain nombre de capteurs. D'accord. Et ils viennent de lever de l'argent. C'est déjà disponible ou c'est déjà disponible. Non, c'est déjà disponible. Je ne sais pas s'ils livrent déjà, mais vous pouvez chercher SmartThings. On n'est pas loin de la disponibilité si ce n'est pas déjà le cas. D'accord. Donc ça, c'était quelque chose d'assez intéressant. Une précision sur tout ce que va dire Patrick. On n'a pas pour illustrer les conférences qui ont eu lieu, mais on vous invite à aller sur la chaîne YouTube de The Web. Le Web. J'ai dit The Web. Non, mais ça va pas bien. Je suis un peu fatigué. Vous allez donc sur la chaîne YouTube de Le Web 12 et vous verrez toutes les conférences puisqu'elles sont disponibles gratuitement pour regarder. Donc Jeff Hagging, SmartThings. Qu'est-ce que tu as vu d'autre d'intéressant? Alors justement, tu parlais de Kickstarter. Il y a un projet qui est sur Indiegogo, qui est un petit peu un équivalent de Webstarter pour financer des projets qui nous intéressent, qui a été présenté par mademoiselle ou madame Ariel Garten de On n'a plus le droit de dire mademoiselle. Alors on doit dire madame. Voilà. D'accord. De Interaxon. Qui est une société qui avait déjà présenté des choses à le web, qui travaille sur la captation de... Corben veut nous lancer des... Corben, vu ses réflexes tu m'as protégé, Patrick. Mais franchement, tu m'as sauvé la vie, quoi. Je t'en prie. Tiens une banane. Non, c'est bon, merci. Non. Plus tard. Donc Interaxon qui travaille sur la captation des ondes cérébrales. Ah. Donc il lit ce qui se passe sur ton cerveau. Il y a des gens, j'ai pas envie de leur mettre sur le front. Je pense à certaines personnes, j'ai surtout pas envie de savoir ce qu'elles pensent. Donc en l'occurrence, ils avaient parlé de différentes choses et aujourd'hui, ils ont sur Indiegogo un produit dont ils ont montré un prototype ici, qui est en fait, là encore, on parle vraiment de futurologie et de fantasme. C'est un truc de gogo, quoi. Indiegogo, enfin, ça marche pas le truc, ça peut pas lire. Alors justement, le truc c'est que on sait pas à quel point ça marche, mais ils ont fait une démonstration sur la scène. Donc Ariel a donné à Loïc Lemer
son petit bandeau. Alors que je vous explique comment ça marche. Hop, c'est un petit bandeau qui se pose comme ça derrière les oreilles et qui fait le tour juste sur le front. Et il y a 2 petits modules qui se posent derrière les oreilles, un peu comme des lunettes. Et donc ça livre aux ondes cérébrales. Déjà, t'as l'air d'un con. Donc c'est ta première pensée. J'ai l'air d'un con. Première pensée. Ça calibre la machine. C'est connecté en Bluetooth à l'ordinateur. Et ensuite, tu as une API qui te permet de faire à peu près ce que tu veux. Donc les développeurs peuvent analyser ces données et en faire ce qu'ils veulent. Alors en l'occurrence, l'application qu'ils ont montrée était un truc un petit peu gadget, c'est-à-dire que ça permettait de taper du texte et de formater le texte en fonction de ton état d'esprit. C'est-à-dire que si cérébralement tu avais des sentiments un petit peu doux et comment dire, c'est un amoureux, générateur automatique de texte. C'était pas non, je pense un mot et ça le tape. Tu tapes ton texte à la main. Ouais. Et si jamais tu es amoureux, ça va taper en italique. Si jamais tu es un petit peu énervé, ça va taper en gras et en plus gros, tu vois. D'accord. Et si c'est en comic sans, ça veut dire que tu es dans quel état d'esprit? Voilà. Donc bon, c'est une première application. C'est marrant, ouais. mais alors j'imagine que la pertinence de cet objet viendra de la précision avec laquelle ils peuvent capter les ondes cérébrales. Ça, je sais pas, je suis pas du tout un expert sur le sujet, donc je sais pas à quel point ça fonctionne vraiment. Mais ça a l'air d'être, enfin en tout cas, ça a le mérite d'exister et ça c'est en vente aujourd'hui sur Indiegogo, donc c'est un projet qui est fondé et les premières livraisons de produits se feront au printemps 2013. Donc on n'est pas si loin, on est à 6 mois. Donc ça c'est quelque chose de vraiment intéressant. Encore une fois, l'application qu'ils ont montrée était un petit peu gadget, mais ça peut vraiment donner des opportunités intéressantes puisque c'est ouvert, il y a une API qui permet à n'importe qui de programmer quelque chose. On peut imaginer, il y a des jeux d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, il y a des petits jeux qui peuvent être contrôlés par la pensée, etc. Je ne sais pas à quel point c'est précis, mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'est le début de ces choses-là. D'accord. Et que ça pourra arriver plus loin. On peut par exemple imaginer, là c'est moi qui fantasme, mais pour Google Glass par exemple, puisque tu as déjà des trucs qui se posent derrière tes oreilles, on pourrait imaginer un truc comme ça, que ça soit un des modes de contrôle. Ouais, tout à fait. Après, ça sera probablement des instructions assez simples parce qu'on n'est pas encore à la lecture synaptique des informations du cerveau. Non, on ne sait même pas comment elle marche. Mais... Je pense pas qu'on soit à je pense quelque chose, je pense à un texte et ça le tape. Ouais, là, je pense pas qu'on y soit encore. Mais par contre, déjà, si on peut contrôler, dire par exemple oui, non, tu vois, des trucs binaires. Non, mais l'état émotionnel est quelque chose qu'on sait à peu près mesurer. Et ces choses-là sont en train de se développer depuis longtemps et il y a déjà des appareils qui te permettent de contrôler le placement d'un curseur, etc. Donc là, on arrive à la consumérisation de ce type de produit et c'est les débuts. Donc ça, c'était assez intéressant aussi. Qu'est-ce que tu as vu d'autre alors ? Une conférence sur laquelle il n'y a pas énormément de choses à dire, spécifiquement à commenter, mais que je vous encourage à aller voir sur la chaîne de Le Web. C'est la conférence de Benjamin Sitchy, qui est le chef du software à la NASA, qui a programmé la sonde Curiosity. D'accord. En fait. Et il a fait une conférence assez intéressante où il expliquait comment ça se passait et tout ce qu'il fallait apprendre à Curiosity pour qu'elle puisse se poser sur Mars avec succès. Et là où c'était très intéressant, c'est qu'il expliquait, ce qu'on sait tous, mais que pour envoyer des instructions jusqu'à Mars, ça prend à la vitesse de la lumière 14 minutes. Donc la séquence d'atterrissage de l'entrée dans l'atmosphère à l'atterrissage véritablement de la sonde, c'était 7 minutes. Donc il fallait forcément tout programmer dans la sonde pour qu'elle fasse tout. Alors il y avait la correction de trajectoire pour entrer dans l'atmosphère, l'ouverture du parachute au bon moment à 10 secondes près, le déploiement du sort du machin qui héliporte, qui réactoriporte la sonde. Le tank en fait, c'est un machin qui fait 1 tonne jusqu'au sol et puis le détachement, tout ça c'était contrôlé à l'avance. C'est des choses qu'ils ont dû faire avec l'informatique qu'il y a 10 ans parce que tout était normé il y a 10 ans. Non mais c'est ce qu'ils expliquaient par exemple sur l'appareil photo de Curiosity, c'est pourquoi elle fait pas du 720p machin, c'est que les normes de la sonde ont été fixées il y a 10 ans. Donc elle a été figée en fait dans le temps. Donc il faut vachement anticiper en fait au niveau informatique. Disons que là j'imagine qu'il fallait pas
pas forcément des capacités informatiques monstrueuses pour voir ce type de choses, mais il y avait là encore plein de capteurs. Et finalement, ce qu'il disait qui était intéressant, c'est que cette sonde a dû être... ils ont dû rendre la sonde intelligente. Tu vois, pour qu'elle s'adapte à son environnement et qu'elle réagisse au bon moment comme il faut. Ouais. Et ça, c'était très intéressant. Je vous encourage donc à aller voir cette conférence. Et il a fini avec un petit montage de du moment où la sonde se pose et de la réaction des images qu'on a tous vues, mais dans le centre de contrôle de la NASA et dans différents amphithéâtres où les gens regardaient ça en direct. Ouais. Et c'est vraiment un moment ça a été un moment fort quand même. Ouais. Où on se... Comment dire ? Je vais enlever ça parce que j'ai l'air d'un âne, toi tu l'as pas. Eh ben oui. Si, je l'ai là, moi. C'est un moment où on se rappelle pourquoi l'esprit d'exploration et l'esprit d'avancée scientifique sont des choses vraiment importantes, et je vais employer les grands mots, pour l'humanité. Mais quelque part inévitable. On peut avoir tous les débats qu'on veut sur est-ce que c'est utile d'aller explorer, on ne peut pas s'empêcher. Mais c'est quand on voit ça qu'on se dit on fait des trucs quand même. Ouais, c'est quand même assez formidable. Une autre chose que j'ai vue, Alexander Young de SoundCloud qui est venu présenter la nouvelle version de SoundCloud qui est déjà disponible. Qui peut nous concerner les podcasteurs, en tout cas au niveau audio. Ouais. Tout à fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas SoundCloud, j'imagine que vous êtes peu à ne pas connaître, mais c'est un service qui vous permet d'héberger des sons, tout type de sons, généralement c'est de la musique. Il y a aussi des livres audio, des podcasts, et ils ont présenté la nouvelle version de leur site, et alors d'abord quelques chiffres peut-être sur SoundCloud. Ils ont aujourd'hui 180 millions d'utilisateurs par mois, ce qui est énorme. 180 millions, c'est vraiment... pratiquement l'audience de No Watch, quoi. C'est un chouille près, mais voilà. Pour vous donner, je sais que Cédric n'aime pas tellement les chiffres qu'on met comme ça dans ce type de contexte. Là, vous verriez la tête de Cédric, mais d'ailleurs, on va vous montrer la tête de Cédric, et voilà la tête de Cédric. Pour vous donner un contexte, ces 180 millions, ça représente 8% de la population du monde qui est connectée à Internet. Ouais, c'est quand même énorme. Donc, c'est vraiment une part non négligeable. SoundCloud est devenu un service vraiment incontournable. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'avec cette deuxième version, cette nouvelle version, ils l'ont transformé en une sorte de réseau social pour le son, avec des modules de liking, de retweeting, de tout ça, de collection, etc. Et je pense que leur ambition, et ce qu'on dit souvent, qui est que SoundCloud est ou va devenir le YouTube de l'audio, risque d'être effectivement atteinte assez vite, peut-être même qu'ils le sont déjà avec 180 millions, mais ils veulent aller encore plus loin parce qu'ils défendent une idée dont ils avaient déjà parlé, qui est l'audio aura toujours sa place sur Internet et dans la vie des gens. Ça, on est d'accord. On est complètement d'accord parce que, et même il dit un truc fou, a plus sa place que la vidéo parce que ça se consomme beaucoup plus facilement. On est beaucoup moins d'accord. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Et tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture sont d'accord aussi. Oui, mais tous ceux qui nous regardent à la télévision sont d'accord que la vidéo, ça a une importance aussi. Bon, moi, j'aime l'audio. Moi, j'aime la vidéo. Et petite anecdote en plus, il y a aujourd'hui 10 heures de son uploadés sur SoundCloud chaque minute. Alors, on est loin encore des, je sais plus à combien ils sont YouTube. Non, parce que tu dis il y a 10 heures, mais il y a Spotify aussi. Je sais pas à combien ils en sont YouTube aujourd'hui, mais les dernières c'était genre 24 ou 30 heures par minute. Là on est à 10 heures, ce qui est quand même pas mal. Autre chose qu'on a vu, Phil on va Libin... peut-être laissant un petit peu pour nos invités. Donc est-ce que tu as un truc fondamental que tu as vu dans tes derniers? Je te fous la pression là. Bah ouais, tu me fous la pression parce que, mais je sais pas si nos invités ont vraiment vu des choses. Non, mais peut-être qu'on pourra leur demander ce qui les a marqués, mais moi je vais faire rapidement, donc juste pour vous exposer. Phil Libin de Evernote a présenté un nouveau produit d'Evernote. Evernote qui est un service web qui vous permet de
de vous souvenir de tout. Il se souvient énormément de succès là, le web. Ils avaient des conférences en haut dans l'après-midi. Les salles étaient pleines à craquer. C'est un service qui et marche très très fort. Le nouveau service là qu'ils vont lancer a l'air assez énorme. C'est un service pour les entreprises. Ça s'appelle Evernote Business. C'est $10 par mois et par utilisateur. Et ça vous permet en fait, vous avez vos notes d'une part dans le Evernote que vous avez toujours, et vous avez un autre classeur en quelque sorte, une autre section du service qui est Evernote Business. Et là, ils font des choses très très intéressantes. D'accord ? Je te pique ton badge. Ils font des choses très très intéressantes, c'est-à-dire que vous formez des équipes et quand vous commencez à prendre des notes sur certaines choses, vous allez avoir en relation non pas les notes que vous avez déjà prises, mais les notes que vos collaborateurs ont déjà prises sur ces sujets. Sur ce sujet, donc il y a un indexage de ta note. C'est ça. Une indexation même, plutôt qu'un indexage. Ce qui veut dire qu'il va, de manière préemptive, vous donner l'information dont vous pourriez avoir besoin sans que vous n'ayez à aller la chercher, parce que si ça se trouve, vous ne savez pas qui va avoir l'information là-dessus. Genre, par exemple, je prends des notes, trouver une nouvelle recette de cocktail, et j'ai des collaborateurs qui ont travaillé sur le même sujet. Exactement. Ces notes vont remonter automatiquement. Justement, Cédric connaît très bien le patron du cocktail bar de trucs, qui, tu vois, il a son numéro de téléphone, donc tu vas te dire... Pour mon projet de cocktail, je vais appeler machin, puisque Cédric le connaît. J'en boirais bien, hein, mais... Non. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Oui, après, on n'a plus de décor. On ne boit pas le décor. Il ne faut pas boire le décor, d'accord. Autre chose, alors c'est Gomes, je crois, ou Gomez, qui est vice-président, un des vice-présidents de Google, un Google Fellow, qui est responsable des produits de recherche, qui a présenté quelque chose d'intéressant aussi. La transition des séquences de mots, qui était la recherche jusqu'à il n'y a pas longtemps, aux choses et aux associations entre les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recherche n'est plus simplement sur des séquences de mots, mais se fait sur des associations d'idées. Et Google a construit un graph of things, donc un graphe des choses, qui est une base de données qui inclut des gens, des lieux et des choses, et qui a aujourd'hui 18 milliards de connexions entre eux, ce qui fait qu'ils peuvent avoir, quand vous cherchez quelque chose, des réponses là encore toujours plus précises. C'est toujours le but de Google. Et ils ont montré donc ce nouveau produit, qui est une sorte de panneau de connaissances qui apparaît quand vous faites une recherche sur un sujet, qui va vous permettre d'avoir un résumé des informations que vous pourriez vouloir sur ce sujet. Par exemple, vous allez mettre le nom de... je sais pas moi, Tim Berners-Lee, l'inventeur du web, et vous allez avoir sur le panneau de droite une série d'informations, en partie tirées de Wikipédia, mais d'autres éléments aussi, sur Tim Berners-Lee et d'autres choses du genre. Si vous cherchez le nom d'un auteur, vous allez avoir les livres qu'il a écrits dans la catégorie de produits, etc. etc. Donc c'est lancé en France, en Allemagne, en Espagne et dans d'autres pays aujourd'hui. Donc à partir de maintenant, vous devriez commencer à voir ce nouveau produit de recherche qui montre que Google améliore toujours ses technologies. La recherche n'est pas du tout statique. Autre chose, j'ai encore deux choses dont je voudrais vous parler. Une chose sur laquelle on passe rapidement parce que ça ne nous concerne pas dans les pays les plus développés autant que dans les pays où c'est lancé en premier. Le Messenger de Facebook, qui est lancé en version mobile, sans adresse email. Oui, j'ai chopé ça, c'est le seul moment d'une conférence. J'ai regretté de ne pas pouvoir rester, où il disait, mais effectivement, dans certains pays, les gens ont envie et besoin de communiquer, mais ils n'ont pas d'adresse email. C'est en fait une sorte de... Bon, c'est encore un standard de pseudo-SMS en fait. On commence à en avoir beaucoup. Mais là, ils permettent aux gens qui n'ont pas d'adresse email ou qui ne veulent pas d'autres services de Facebook que simplement le Messenger, d'utiliser Messenger. C'est-à-dire que vous pouvez downloader l'app Messenger, vous allez rentrer, vous inscrire avec votre numéro de téléphone, il va voir vos contacts, savoir à qui vous pouvez envoyer des messages et vous permettre d'utiliser Messenger sans avoir d'inscription Facebook en fait, même plus que d'adresse email. Et c'est très intéressant pour les pays en voie de développement. Bien sûr, ça permet d'appâter les gens et de présenter Facebook à des gens qui ne seraient pas forcément intéressés. Il n'en reste pas beaucoup, mais justement, là où il en reste le plus, c'est dans ces pays un peu plus pauvres et qui ont moins d'infrastructures Internet, en fait, qui n'utilisent souvent qu'un smartphone.
Et ça permet aussi, et surtout peut-être, de permettre aux gens qui ont des comptes Facebook d'étendre la quantité de personnes qu'ils peuvent contacter par Facebook, sans être forcément lié à la possession parce qu'il y a certaines compte personnes. Facebook. Voilà, d'accord. C'est ça, c'est-à-dire que si quelqu'un se dit bon, je vais utiliser Messenger parce qu'il est pratique, on peut envoyer des photos, des machins, c'est mieux que les SMS, c'est plus pratique. Et ben cette personne qui n'est pas sur Facebook, je vais pouvoir lui envoyer des messages par Facebook, puisqu'il est maintenant, tu vois, il a son numéro de téléphone et voilà. Donc mais c'est un service qui est intéressant et il notait, il est disponible sur Android en premier, iOS arrive un petit peu plus tard, ils font des updates tous les 6 semaines maintenant pour les différents produits. Ça confirme le virage Android de Facebook là, je suis pas certain. Pas sûr, non, mais disons que peut-être que ce que ça dit, c'est que non, ce que ça confirme par contre, c'est que Facebook, ça c'est une chose sur laquelle il a beaucoup insisté. Facebook est aujourd'hui une société qui travaille sur le mobile en premier. Ouais. Première ça c'est chose, le gros virement. Complètement. Le virage. J'ai dit revirement. Revirement, d'accord. Parce que virement, je veux bien. Je peux virer pas 1 centime. Non. Donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà, Facebook. Et c'est une initiative intéressante dans la stratégie de Facebook. On pourrait en parler beaucoup plus, mais on n'a pas forcément le temps. Parce que je voudrais parler d'une dernière chose qui est un petit peu le coup de cœur et que j'attendais pas de cette première journée de le web, qui est un investissement de Jeff, notre ami Jeff, qui est dans le rendez-vous tech. Donc, je suis un petit peu partial. On va en faire jeudi, je crois, un rendez-vous tech avec Jeff. Donc, alors c'est compliqué. Il sera diffusé après. Voilà, si vous êtes en train d'écouter le rendez-vous tech, vous pouvez aller voir la version vidéo dans le No Watch Mag, parce qu'on passe aussi l'audio dans le rendez-vous tech. Si vous n'êtes pas dans le rendez-vous tech, il y a le rendez-vous tech avec lequel on évoque le web avec Jeff justement, Et si vous avez rien compris, vous êtes comme moi, voilà. Et donc Jeff fait partie des fondateurs, enfin pardon, pas des fondateurs, mais des investisseurs de cette société Ubooli, U-B-O-O-L-Y. Cédric me fait des yeux bizarres, il comprend pas. Alors, on a un problème technique, non? Ubooli, non, rien. C'est juste qu'il comprend pas le mot. Mais en fait, vous allez comprendre tout de suite. Ubooli, c'est un Ubooli. Ubooli. Bon, c'est un smart toy. Et c'est-à-dire que c'est une sorte de petit jouet en peluche dans lequel vous allez glisser un iPhone ou un iPod Touch. Et l'écran de l'iPod, de l'iPod ou de l'iPhone va arriver en fait sur le rond qui représente les yeux et le visage de la peluche. Donc l'écran va devenir les yeux et donc il va être animé. Je comprends le principe. Donc, l'idée est assez simple et on se dit ouais ok c'est sympa, donc il va dire bonjour, comment ça va. Sauf qu'ils sont allés beaucoup plus loin et ça ouvre des possibilités qu'on n'attend pas forcément. Donc vous glissez le truc dans le jouet, puis vous l'allumez et il dit ah bonjour, ça fait combien de temps que j'ai dormi, ça fait du bien de te retrouver. Et c'est pour les enfants, j'imagine, de 7-8 ans, tu vois, ce type d'âge. D'accord. Et il va pouvoir donc converser avec l'enfant, comprendre ce que l'enfant lui dit. Il va lui proposer, par exemple, de faire des jeux, de lui raconter des histoires, de faire des plaisanteries, enfin de lui raconter des blagues. Donc ce genre de choses. Et il va dire hey, salut, est-ce que tu veux que je te raconte une blague? L'enfant va lui dire non, pas tout de suite. Bon ok, est-ce que tu veux qu'on joue à un jeu? Ok, d'accord, donc il va jouer à tic-tac-toe. Et il s'arrête jamais. Hey, tu veux qu'on fasse un truc? Hey, tu veux venir faire... Ah bah tu l'éteins. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que il y a par exemple très vite des packs éducation qui vont arriver. Donc ce rapport qu'il va avoir l'enfant avec son jouet va être mis à profit pour lui apprendre des choses, comme il y a des packs sur la science, la littérature, etc. Il y a, et là les gens qui ont des enfants vont comprendre tout de suite l'intérêt, il y a des packs voyage. Ah, c'est spécialement conçu, tu le fous dans la voiture avec... Et il a accès au GPS de l'iPhone, bien sûr. Donc, il va dire en fonction de là où on est, peut-être donc l'enfant, des informations... quand il dit « Est-ce que c'est loin, j'ai envie de faire pipi ?» Maintenant, c'est la peluche peluche qui va répondre. Dire, voilà. Nous sommes à 32 km de notre destination et du pipi room. Exactement. D'accord, pas mal. Les Ubooli vont pouvoir se rencontrer et se parler entre eux. Je suis désolé, mais Ubooli, c'est... Ubooli, mais c'est mignon comme nom, non? Ça fait Ubooli. Et il y a aussi, sur tous ces packs, des systèmes de reporting qui vont arriver pour les parents.
Donc oui, tu vas donc tu peux savoir surveiller ton enfant. C'est surveiller et puis savoir ce qu'il fait ouais, avec non, Uboli mais et savoir comment ça il peut être progresse avec ses apps d'éducation. Tu as des mises à jour mensuelles qui arrivent sur Uboli. C'est énorme comme truc. C'est hyper malin. Ouais. Tu peux, et encore une fois, comme il est connecté puisque c'est un smartphone finalement, en Wi-Fi, tu vas pouvoir aussi, le logiciel va pouvoir savoir quelle blague, quel module fonctionne le mieux. Donc il va proposer aux enfants plus les modules qui plaisent et ça va permettre de faire une sélection comme ça et pour améliorer le produit, bien. etc., etc. D'accord. La peluche en elle-même ne coûte que $30. Je crois pas que l'app soit payante en plus. Peut-être qu'il y aura des packs ensuite qui vont arriver qui vont être payants, en fait, tu vois. Oui, par contre, faut un smartphone. Ça peut marcher avec genre Ça marche avec un iPod Touch. D'accord, t'as pas besoin de prendre un iPhone. Ouais. Mais il disait un truc très très malin dans la présentation qui est très mignonne. Il disait, c'était Uboli qui se présentait lui-même et il disait, et d'ailleurs comme moi j'aime beaucoup le recyclage, j'aime beaucoup qu'on me file mon ancien iPhone. C'est exactement ce à quoi je pensais. C'est le truc, le papa il s'achète l'iPhone 5, il refile son ancien iPhone 3GS, il le colle dans non, le mais pour son enfant. Ça a l'air un super produit, que les esprits chagrins ne disent pas que c'est un pédobère fourré avec un smartphone, parce que c'est pas du tout ça. Ça a l'air d'être un produit très très novateur. Pour moi, c'est vraiment le coup de cœur, le produit coup de cœur de cette première journée. Donc, j'ai très hâte d'en voir un petit peu plus. Bah écoute, t'as une journée quand même bien chargée. Je trouve pas mal pour toutes les notes. Moi, je vais laisser ma place. On va faire venir des invités de l'émission. Alors, on va les réveiller. Juste avant, j'aimerais dire deux choses. Aux gens qui sont à la technique, j'aimerais dire deux choses. Déjà, si on peut faire un petit plan sur le web, parce que c'est vrai qu'on voit la cuisine Microsoft, mais peut-être que les gens voient un petit peu ce qui se passe autour de nous. Alors, on est en fin de journée, il y a quand même encore beaucoup de monde. Là, on est dans la plénière, c'est la salle plénière en fait. Enfin, la salle plénière est là-bas. Ici, c'est un peu l'endroit où il y a les buffets, où tout le monde discute. Ça discute beaucoup dans toutes les langues. Moi, je trouve qu'il y a une vraie énergie quand même à le web, que je retrouve de l'année dernière. Beaucoup de gens parlent de business, mais aussi de choses nouvelles, de ce qu'ils ont dans leur assiette. Et surtout, il y a beaucoup d'échanges culturels. On voit des Allemands, nous on était dans une salle de reportage avec des Allemands. Enfin voilà, et on se sent au cœur d'un truc. Et ça, il a vraiment réussi son coup, le oui, c'est sûr. La plupart à faire des gens, une réunion, on sent au cœur des choses. Toutes les conférences sont en anglais. Hein. C'est des gens qui viennent de toute l'Europe. C'est pas une manifestation française, ça se passe en France, mais c'est vraiment international. Disons qu'il y a l'anglais et le français qui sont les deux axes principaux, quoi, parce qu'il y a quand même énormément de français, évidemment. Exactement. Et juste avant d'inviter, je dis un dernier mot, après je me casse. J'aimerais remercier David et Roxane qui nous ont permis d'être là. Donc David et Roxane, on vous remercie. De Microsoft. David, de Microsoft, bien sûr. David va venir ce soir et Roxane, je pense que je vais l'interviewer demain. Pas de problème. Parce qu'elle aura des choses à nous dire. Et on remercie aussi Christophe et Cédric qui sont à la technique et qui passeront certainement de l'autre côté demain pour nous dire des choses aussi. Donc, qui est-ce qu'on fait venir en premier là ? David peut-être ? Non, il y a déjà Corben qui commençait à s'approcher. Allez, Corben. Alors, on va rehausser les caméras. Non, on va surtout me mettre un petit support des... Je suis venu avec mon ananas. C'est bien. Il y en a un qui a les bananes. Oui, pardon. Je suis venu avec ma nana. Voilà, donc je suis pas venu seul à le web. D'accord. Donc les plaisanteries, c'est pas des super succès non plus quand même. Non, chez non, Corben. non, moi c'est le roi de la blague pourrie. D'accord. Voilà. Alors, Corben. Oui, Patrick. Donc, à part être le roi de la blague pourrie, qu'as-tu trouvé d'intéressant et qu'as-tu fait ? Qu'est-ce que c'est pour toi le web au quotidien ? Parce que tu me disais que tu ne voyais pas trop les conférences. Toi, tu étais plus sur d'autres espaces le webien. Ouais, moi je... Qu'est-ce qui t'a marqué ? Quoi ? Ouais, je suis comme ça un peu. Ouais. Vas-y. Ouais. Non, moi en fait je me plonge dans le truc. Ça te fait rire, hein, Cédric ? Non, mais t'es pas plus grand que moi, hein. Il m'a fait une petite blague, c'est entre nous. D'accord. Non, moi je me plonge dans le truc, c'est-à-dire que je rencontre des gens, je discute avec les créateurs je discute avec les créateurs de start-up, je rencontre du monde, voilà, chacun me fait sa petite démo, son petit topo. Voilà, je vois les copains aussi, hein, faut le préciser, je parle aux potes, voilà, comme le célèbre Jérôme Chouin qui est là. JC Frog qui est là. Ah, il lève les yeux de son iPhone. Coucou.
Voilà, et puis je passe voir mes amis de No Watch. Enfin bon, je circule beaucoup en fait. Je fais un peu tout. C'est du networking, meeting, pitching. Ouais, très accéléré, très fatigant. Et sinon, non, je regarde pas les confs, je les regarde après sur le net. D'accord. Voilà. Et alors bon, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu peux nous présenter de choses intéressantes? De choses intéressantes, j'ai vu une demoiselle qui a fait une démo d'une application qui fait un peu. J'ai cru que c'était ça la démo du produit. Assistant virtuel. Tu sais, un peu comme une vraie assistante. Siri, Ouais, c'est un genre de Siri, mais qui marche. En fait, c'est une appli qui se connecte à des services tiers. C'est un truc qui marche qu'aux États-Unis pour l'instant, mais qui se connecte à des services tiers comme je sais plus le nom, mais c'est tu dois connaître ça, toi, un truc avec Rabbit dedans. TaskRabbit, ouais, c'est ça, voilà. Donc c'est le genre de truc qui se connectent ensemble. TaskRabbit, pour les gens qui savent pas, c'est un service qui vous propose d'offrir des petits travaux payés 5-10$ aux gens qui ont un petit peu de temps pour les faire. Ça peut être Bon, on a l'opération moustache qui est. Excusez-moi, pardon. Ce n'est pas normal. Alors attention, t'es devant la caméra là. D'accord. Le comité représentatif des moustaches. Ok. Pas de problème. Nous nous insurgeons contre le fait qu'il y ait des barbes. Mais on a un peu, oui, mais la barbe. La barbe. Alors, vas-y. D'accord. Alors, il faut que tu assumes le côté moustachu de ta barbe. Moi je voudrais pas dire, mais les vôtres elles sont quand même un petit peu plus sexy, quoi. Ça, parce que... C'est les miens. D'accord, ok. Ça tient chaud, hein, quand même. Vous voulez. Voilà. C'est déjà plus cool. Est-ce que ça va m'épiler quand je vais la retirer? Je sens que je suis. D'accord. Et bon, bah alors, puisque. Ouais, mais elle tient pas, je suis déjà moustachu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que les moustaches, du coup, puisque vous nous faites un hijack de l'émission? Alors écoute. Ça y est, on va se faire virer, là, il y a l'alarme qui sonne. Alors, juste avant de me faire évacuer, je voulais vous présenter l'opération One Moustache, One App. Et en fait, c'est très simple. On crée des applications pour toutes les personnes qui ont du contenu en ligne, les blogueurs, les médias. Et en fait, je vous fais c'est bien de dire ça, parce que c'est la contrepartie. On le crée gratuitement, mais il faut que les personnes portent une moustache et tweetent une photo d'eux avec le hashtag One Moustache, One App. Et en contrepartie, nous, on développe les applications sur Windows 8. Jérôme Chorin. Donc ce que tu me dis là, c'est que si jamais je tweet One Moustache, One App, Emmanuel Chorin, c'est la moustache, tu me développes une app là. Exactement. Ok. Il faut ta photo dans le. Il faut ma photo. Bon, écoute, ok. Bah, écoute, je le ferai après l'émission alors. On va le faire, Et je vais réfléchir à l'app que je voudrais du coup. Parfait. Je te fais qui là, Cédric? Il est passé en mode Emmanuel. Voilà. Ok, bah merci les gars. Merci à vous. C'est très sympa. Mais j'essaye, mais elle tient pas. Attends. Non, mais elle tient pas bien. Non, mais c'est pour ça que je t'ai mis ça. Bah ouais. La colle à postiche. Là ça marche ou Bon, donc tu nous disais après One Moustache, One App. Une formidable application pour faire assistant virtuel. J'ai rencontré une boîte qui s'appelle Addictis, qui fait des jeux un peu sur Facebook, un peu comme Zynga, ce genre de choses. Je dépile un peu mes cartes de visite. Hein. D'accord. Enfin, j'ai rien vu de. T'as rien vu qui t'intéressait ou... Si, j'ai vu par exemple Jenny Note qui fait un site où on peut retrouver mais attends, tu nous as pas fini l'assistante parce qu'on a été Si, j'avais terminé, mais non, mais en fait c'est une appli qui fait assistante virtuelle. Et ça marche quoi. Ouais, ça marche. C'est-à-dire que par exemple, tu peux te créer des tâches, donc elle va te faire des rappels, des choses comme ça, et ça va même enrichir. Par exemple, tu dis que tu veux faire du repassage, par exemple, en anglais, et ça va enrichir ce mot repassage avec justement une proposition pour te brancher sur TaskRabbit et quelqu'un fasse ton repassage. Ah d'accord. Ou d'autres services américains dont on ne connaît pas forcément le nom. Donc en fait, c'est un moyen un petit peu comme Siri finalement, mais avec plus de connexions, avec plus de Siri services, augmenté un peu, ouais. qui te ça parle pas. C'est une sorte de recherche quoi. C'est une sorte de recherche, mais qui va savoir où aller chercher ce que tu veux. Qui va analyser ta demande. C'est une sorte de liste des tâches, de task list. Qui va un peu plus loin derrière, qui reconnaît les mots, qui sait analyser un peu ce que tu mets dedans et qui te branche avec des API externes pour te proposer du service en plus quoi. Donc c'est une assistante virtuelle. Voilà, et ça s'appelle comment donc Ça s'appelle j'ai oublié le nom. Mais c'est juste aux États-Unis. Voilà, c'est juste aux États-Unis, donc vous retrouverez, je vous redirai ça tout à l'heure, vous verrez les liens. Et Jelly Note, qui est un petit site sur lequel on peut retrouver des partitions et des tablatures pour faire de la musique, des choses comme ça, qui centralise un peu tout ça. Quoi d'autre Filigo qui permet de monétiser des réseaux sociaux, mais de niche, des petits réseaux sociaux que tu montes toi-même avec par exemple BuddyPress, tu sais,
c'est des modules qui se connectent par exemple sur WordPress qui permettent d'ajouter une dimension sociale à ton blog ou ce genre de choses. Ouais. Et donc lui propose des solutions pour monétiser tout ça. Genre le réseau social entre potes. C'est ça, voilà. Ou c'est très spécifique, par exemple sur les animaux, etc. Voilà. Après, tu as des cadeaux virtuels que tu peux t'envoyer, etc. D'accord. Jocely, donc de Jérôme, donc JC Frog, où je vous invite à y aller pour justement jouer à des. Je vais enlever ça m'énerve. Jouer à des. Je vais la mettre à ma nana. Je vais la mettre à ma nana, voilà. Ma nana aime beaucoup les moustaches. Et ouais, Jocely, donc pour jouer à des jeux, si vous aimez bien tous les jeux, de jouer voilà, en ligne, vous pouvez aller sur jocely.com, vous créez un petit compte. Appsify Me, que j'ai rencontré, très sympa aussi, qui permet de, à partir d'un blog WordPress, vous installer un plugin qui s'appelle Appsify Me. Et qui va transformer le contenu de votre blog en vraie application iOS, donc truc compilé, etc. Voilà. D'accord. Voilà, après, je vais m'arrêter là, je pense. Il y a pas... Ah tiens, c'est quoi cette petite start-up là? Remix Jobs. Remix Yob. C'est un truc avec Steve Jobs, ça? C'est ça, Remix Jobs. Depuis que Steve Jobs est mort, on a dit qu'on allait le remixer. D'accord. Donc on a Remix Jobé. Et on fait un événement demain pour les recruteurs et les chercheurs d'emploi. Je sais pas si on sera déjà disponible demain. Voilà. Ah, je crois que c'est tout le temps que nous avions. Non, mais c'est pas... Et l'application, c'est les gens qui essayent de prendre les surfaces. Et l'application pour l'assistante virtuelle, c'est 24Me. 24Me, d'accord. C'est l'assistante dont on parlait au début. Voilà. Très bien. Très sympa. Mais c'est pas très Internet of Things tout ça? Non, il n'y a pas beaucoup d'Internet of Things en fait. J'ai l'impression sur le salon, malgré le thème. Je pense qu'il y a des conférences. Les conférences, il y en avait plein. Hein. Ouais, les conférences traitent de ça. Je crois que PayPal traite de ça aussi. Je dois aller les voir demain. PayPal apparemment a apporté des solutions justement pour payer avec son smartphone sur des trucs comme ça un peu avec des objets, etc. sur lesquels on passe son NFC ou ce genre de trucs. Mais sinon le reste, non, c'est pas très Internet of Things. D'accord, c'est plus peut-être du côté des conférences. Ouais, peut-être des conférences. Bah écoute, si jamais tu vois d'autres choses intéressantes, j'espère que tu nous reviendras nous en parler. Je viendrai, grand plaisir. Et donc on va, merci à toi. Je me casse. D'accord, et puis là il n'y a plus personne. Jérôme est parti. Jérôme, viens. Fais le tour, il y a des fils là. Ouais, attention, par là. C'est pas notre Jérôme à nous, c'est le Jérôme qui chante. C'est Jérôme. C'est voilà. C'est Jérôme. C'est Jérôme, c'est lui. Jérôme Choin, alias JC Frog 2. Enfin JC Frog. Le blog, c'est bien éclairé chez vous maintenant. Ouais, non seulement ça, mais en plus on m'a mis que des mecs hyper grands quoi. Je trouve ça tout à fait scandaleux. C'est de pire en pire. Est-ce que tu as vu... Alors toi, t'es à le web régulièrement? Oui, j'ai la chance d'être là pour la 4e fois, je crois. Ouais. Bah ouais. Première question peut-être. Comment est-ce que ça a évolué sur les 4 dernières années de l'intérieur? Et puis deuxième question, qu'est-ce que tu as vu qui était intéressant? Première question, tu me l'avais déjà posée l'année dernière, j'avais pas su te répondre non plus. D'accord. Donc sauf ça que c'est toujours plus grand, pas dit, là en plus c'est au même endroit et tout ça, donc on commence par des repères. C'est la même chose. Ils ont un peu permuté certaines choses, mais enfin en gros on s'y retrouve. Donc c'est au niveau du dispositif, ça se ressemble beaucoup. Et puis si tu voulais, c'était quoi ta deuxième question sur ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ça? Les choses à retenir. Alors moi j'étais, c'est pas du high-tech, mais j'étais très touché par l'intervention de Scott Harrison, qui nous a fait une présentation assez étonnante, super balèze là, de son Charity Water. C'est l'une des seules que j'ai pas vue, mais je l'avais vue il y a un moment, qui était vraiment très, j'allais dire impressionnante, mais émouvante en fait. Moi j'étais limite de ma petite larme là, j'ai la gorge. À la fin ils nous ont mis. Charity Water, c'est un gars qui a commencé. D'ailleurs il nous a un peu raconté sa vie là, du coup il nous a dit qu'il avait eu une vie un peu de débauche et qu'il semblait. Il trouvait qu'il avait une vie qui servait pas à grand chose, il avait un peu beaucoup picolé, un peu beaucoup fait la fête. Et c'est un gars qui est revenu un peu sur tout ça, il voulait mettre du sens dans sa vie. Et donc en fait il s'est lancé dans le charity et en fait il est allé en Afrique, il avait des trucs pas très drôles et tout, et il a voulu essayer d'inventer une nouvelle
une nouvelle façon de faire du charity justement. Il s'appuie sur des réseaux, surtout ce qu'on connaît nous aujourd'hui, et il dit que les charity en fait n'étaient pas très efficaces en termes de marque. C'est affreux de parler comme ça, mais donc il a essayé de trouver des trucs où les gens retrouvaient de la confiance parce que ça avait super mauvaise presse. Donc l'argument numéro 1, c'est que 100% des dons, je vais faire l'article, hein. 100% des dons vont sur le terrain. Excuse-moi, avant de parler des arguments, peut-être, si je m'en souviens bien, il s'était dit que la chose la plus importante pour le développement de l'Afrique, c'était l'eau et l'accès à l'eau. Pardon, bien sûr. Et En fait, pour reprendre un terme de la cause des causes, il est vraiment remonté au début. Il a vu des très graves malformations, des enfants qui avaient des tumeurs pas possibles et tout. Et en fait, toutes ces pathologies remontaient à un éternel problème, c'est que en fait, l'eau était absolument... Ils prenaient l'eau dans des mares absolument immondes. Et en fait, beaucoup de maladies en découlent et en fait, une mortalité vraiment effrayante. Et donc, en fait, tout son effort a été fait sur le fait d'apporter de l'eau propre et saine. Et donc, ce qu'il a mis en place, c'est qu'au début, il a commencé à abandonner son anniversaire, à dire à ses amis, donnez-moi de l'argent, lui de me faire un cadeau, et on va affecter tout ça au fait d'apporter donc de l'eau à des populations qui n'en ont pas. Et il a associé à ça un super packaging. J'ai horreur de ces mots-là, mais il faut bien reconnaître que c'est ça qui fait aussi que ça a marché. C'est que lui, il a une énergie incroyable. Il a fait une présentation. Je pense qu'il faudra vraiment aller la revoir. Et tout le site, la marque Charity Water, tous les sites, tous les réseaux sociaux qui sont utilisés. Par exemple, les dons, on voit où ils vont. Nous aussi, on avait fait une campagne avec les geeks, justement, les French Geeks, et on avait fait une campagne il y a 2 ans. Je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, j'avais donné un petit peu de sous effectivement à Charity Water. Et en fait, tu vois tes dons, tu vois où est-ce que le puits est foré, et le site est magnifique, la marque, tout le packaging est magnifique. C'est ça qui est assez important, je pense. D'une part, et puis surtout, et là encore, tu me rappelles, si tu me reprends si je me trompe, mais tu donnes de l'argent et tu vois où il va pour tel forage spécifique. Absolument. Et tu sais qu'une fois que la pompe a été installée, c'est ton argent qui a servi à installer cette pompe. Voilà, et en fonction de l'argent que tu donnes, tu sais à combien de personnes ça correspond qui seront approvisionnées en eau. Voilà. Et tu as un site, alors même quand tu fais ta campagne, si tu veux promouvoir une campagne, tu as une page Charity Water à toi, de ton projet, avec l'évolution des dons, et 6 mois après, il y a du suivi, puisque 6 mois après, tu as carrément une page avec la carte, avec des photos du puits, avec... donc tu as un retour que tu peux recommuniquer aux gens, tout ça fait que ça s'enchaîne. Bon voilà, puis donc après à la fin effectivement il y a eu un épisode un peu, il a fini par ça allait pas mal dans le pathos effectivement, mais bon sur une histoire qui était particulièrement triste d'une petite fille qui s'était engagée sur une campagne et qui est morte dans un accident de voiture, ce qui du coup a décuplé sa campagne et après ils ont emmené les parents, les grands-parents sur le puits qui a été fait grâce à tout ça, donc c'était assez émouvant, mais le type il est un des éléments majeurs du truc, c'est que le type est vraiment formidable, quoi. Mais c'est vraiment une idée très intéressante que de personnaliser la don et les opérations charitables et d'utiliser effectivement... Il y a une chose qui me plaît dans cette idée, c'est de ne pas avoir une sorte de tabou sur des idées comme le marketing et l'image, et au contraire d'utiliser les forces qu'on peut avoir dans ces domaines pour les mettre au service d'une action charitable, et c'est vraiment ce qu'il fait. Et là, il y a un truc qui est très important à ce propos-là, c'est qu'il n'y a rien des dons, parce que en fait, ce qu'il voulait donner, c'était redonner du crédit à ces choses, aux charities qui commençaient à avoir un peu du plomb dans l'aile, avec les différentes affaires que beaucoup de gens ont connues. Et puis au niveau de l'efficacité même des processus, il y en a qui... Et donc, un des premiers engagements qu'il y avait, c'était 100% des dons vont sur le terrain. Ouais. Donc les gens qui gèrent l'opération se rémunèrent autrement. Après, eux s'occupent de collecter de l'argent ailleurs pour tout ce qui est administration, les voyages, les machins et tout. C'est ça. Et c'est pour ça que quand on parle de marketing, c'est quand même moins gênant. Il y a 0 argent de tes dons qui vont pour faire du marketing, pour payer un billet, pour venir à Paris parler à l'OM. Même pour la gestion des frais. Et puis ils ont des salariés, maintenant ça a pris une proportion complètement gigantesque. Il faut aller sur le site voir les sommes récoltées, c'est absolument c'est inimaginable, quoi. Donc ça s'appelle Charity Water. Et il lâche pas l'affaire, le gars. Il veut faire encore plus, il veut vraiment aller à des sommes qui sont... Très très beaux. Merci Jérôme. Voilà, merci beaucoup. C'était la contribution. La minute nécessaire. Non, mais c'est très bien. Tu vois, comme quoi on retrouve vraiment énormément de choses différentes. Moi qui parle de mes petits jouets en peluche et toi qui parle de sauver le monde. Donc non seulement t'es plus grand physiquement, mais d'autres manières aussi. Merci Jérôme. Merci on va essayer vous. De récupérer David. On va essayer je crie dans le micro. Merci Jérôme. Merci.
Donc on récupère David qui enlève son petit badge, David de Microsoft qui nous accueille sur le stand, à qui on va également... Comment ça va ? Ça va Patrick, et toi ? Bah écoute, t'as déjà plus de voix ? Ouais, non mais... c'est la fin de la première journée. C'est que le début. Ouais. Donc toi tu représentes ici Microsoft sur le stand Microsoft qui est assez prédominant dans un espace premium à le web, ce qui n'est pas forcément surprenant. Donc vous présentez évidemment Windows 8 avec la Surface et d'autres produits. D'autres PC partenaires, c'est sympa. Voilà, on a vu des Sony ici, il y avait un Samsung, je crois. La Vaio 11 de Sony, dont je suis assez amoureux, mais elle est assez jolie. Qui se déplie comme ça et qui se transforme en tablette et qui est un PC portable aussi. Alors, donc pour toi, d'une part le web, est-ce que ça se passe bien ? Et d'autre part la question qui est maintenant traditionnelle, qu'est-ce que tu en retiens ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Ah ouais, le web ça se passe très bien. J'ai fait de très belles rencontres déjà dès ce premier jour. C'était pas mal de keynote. Et puis il y a pas mal de produits qui ont retenu mon attention et j'aimerais bien les faire basculer sur Windows 8 ou Windows Phone, tu vois. Donc c'est un peu le but aussi, on est là aussi pour ça. Forcément. Donc ce que j'ai pu retenir, l'Internet des objets, forcément, ça m'intéresse puisque en tant que geek, bah oui. Évangéliste un peu dans les airs, c'est le genre de truc qui nous parle tous. Je pense au quotidien. Donc il y a pas mal de choses que j'ai vues qui m'ont plu. Il y a un premier truc qui m'a retenu et ça c'est SmartThings, t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Ça j'ai vraiment adoré. Parce que c'est vrai qu'on en parlait très rapidement et on se disait ça c'est le truc qui va plaire à Corben, à Cédric et toi aussi t'es dans cette même les trucs où tu bidouilles les machins toi-même. La tribu des bidouilleurs et des geeks. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, typiquement oui, parce que tu te dis si je peux avoir des capteurs ambiants à l'intérieur de la maison qui peuvent détecter les ouvertures de portes, qui peuvent à la fois permettre de contrôler l'ensemble des éléments de la maison, les stores, la lumière et tout, de faire de la domotique de manière assez simple dans une UI très sexy, je pense que ça peut permettre de démocratiser le truc. Après, reste encore... La caméra parle aux gens qui... Je parle aux gens qui sont ici. Voilà. Après, reste encore le fait que la problématique reste que pour l'instant ça va être réservé à un public super restreint à mon sens. Je pense, c'est mon avis. C'est relativement simple, c'est standardisé tout ça, mais ça reste un peu de la bidouille, il faut l'installer soi-même. C'est de la geekerie, ouais. C'est de la geekerie, tu vois. L'idée pour que ça fonctionne, c'est que tu aies des boîtes de services derrière qui viennent, qui te l'installent à la maison, qui mettent en place un système de domotique. Là où ça deviendra intéressant, ça sera quand ça sera plug and play entre guillemets, où tu auras juste des boîtiers à acheter que tu connectes à la maison de manière très simple sur tes prises de courant. Et puis derrière, après, tu n'as rien à faire. Tu configures ton compte et tu installes ton app sur ton smartphone. Là, c'est quand même, je dirais, je suis un petit peu plus nuancé que toi, je dirais qu'on est à mi-chemin quand même. Parce qu'on peut acheter les packs, les packs qu'on achète, tu as un certain nombre de capteurs spécifiques, tu as ton pack pour la maison, ton pack pour la surveillance, ton pack pour truc, tu les installes. Bon, ensuite, je sais pas comment est l'interface du hub et tout ça, mais ça m'avait pas l'air hyper compliqué non plus. Non, c'est pas hyper compliqué. On n'est pas dans la construction, on doit pas, comment on dit, souder, j'allais dire soudre. On doit pas souder les connexions soi-même quand même. Non, tu soudes pas les connexions toi-même, mais tu as quand même un certain niveau requis. Ça veut dire, voilà, c'est pour des gens comme nous qui connaissent la technologie. C'est ça, ouais. Ça va pas s'adresser à maman, papa, tu vois. Ouais, tout à fait. Eux, ils vont être largués. Ils vont commencer à se dire, bon, ok, c'est cool, mais les enfants, vous allez me l'installer. Donc c'est plutôt dans cet aspect-là. Après, pour moi, c'est vraiment l'avenir. Il y a un autre truc qui m'a plu. Alors bon, c'est plus le côté papa qui parle. C'est Ubuli. Je sais pas si t'as vu Ubuli. Mais ouais, on en a parlé justement juste avant. Avec un iPhone dedans. C'est magnifique. C'est énorme. C'est magnifique, ouais. On en a parlé avec Jérôme juste avant. Voilà, donc ça m'a vachement plu. Moi, j'ai 3 gamins. C'est génial. Mais c'est ça. C'est génial. Parce que le truc, c'est que les gamins te prennent toujours ton smartphone. Bien sûr. Donc ils jouent avec, ils éclatent et tout. Tes smartphones périssent avec le temps, enfin du moins ils vieillissent et tu changes forcément de nouvelle génération. Et pouvoir recycler son smartphone et le mettre dans un nounours pour que derrière l'utilisateur, enfin l'enfant puisse jouer avec, je trouve ça génial quoi. Mais en plus, ce qu'on disait tout à l'heure effectivement, c'est qu'au-delà de cette idée de base, il y a des trucs... Ah, est-ce que ça va sonner ? Non, c'est bon. Au-delà de cette idée de base, ils ont ces idées de packs éducatifs, de jeux et de conversations avec le truc qui sont sur les packs éducatifs qui vont arriver avec le reporting que tu peux avoir toi en tant que parent, ça va hyper loin quoi. Ça va hyper loin et tu vois l'évolution de ton enfant, tu vois tu peux lui offrir pas mal d'opportunités et puis moi je trouve que la notion d'intelligence artificielle au sein du nounours. Moi, je trouve ça génial, c'est ce qu'on attendait aujourd'hui en 2012 d'un produit de ce genre. Donc ça répond
a deux problématiques, je trouve, parce que j'ai regardé, hein, c'est $29 le nounours. C'est ça. Donc il s'appelle donc Ubuli. Il suffit d'aller sur ubuli.com/le web. Les gens peuvent le commander cette semaine et ils payent pas les frais de port. J'en fais un peu de pub. Hein. Ça coûte que $29. Et tu dis pour $29, bon, tu payes la peluche en fait. Bien sûr. Et un ancien iPhone, tu peux le faire. Donc maintenant, il faudrait aller le voir nous pour Windows Phone, mais moi le projet m'a vachement plu. Moi je pense qu'il y a quelqu'un qui va leur passer un coup de fil et leur c'est déjà fait. encourager. Le mail est déjà parti. D'accord. Le mail est déjà parti. Non, c'est vrai que c'est un super produit. Et le troisième produit, bah, tu le connais, hein, c'est LIFX. LIFX. Les lampes LIFX, comment tu je suis pas LIFX, sûr. c'est les lampes Wi-Fi de couleur. Je sais pas si tu as vu ça. Ah oui, tout à fait. Ça se prononce LIFX, un truc comme ça. Vas-y, raconte. Alors en fait, le concept c'est assez simple, c'est qu'ils ont rendu, vos lampes à la maison depuis. Je crois que Cédric l'a présenté dans un Geeking, si j'ai pas de bêtises. Cédric en a déjà parlé. Donc vos lampes traditionnelles sont has-been. On est quand même en 2012. Les lampes sont encore des produits qui sont pas connectables et ça c'est assez étrange. Et en fait, cette startup a levé plus $1,3 million sur Kickstarter en proposant un projet qui est assez simple. Rendre vos lampes connectables en Wi-Fi avec la possibilité de faire varier le taux de luminosité, la couleur et pouvoir les éteindre à distance. Donc vous avez une appli smartphone. Derrière, vous pouvez contrôler vos lampes de la maison. Donc de manière très simple, moduler les choix de couleurs en fonction des ambiances que vous voulez mettre dans la maison. Et toutes vos lampes sont connectées en Wi-Fi, donc ce sont des e-devices connectables. Ouais. Et sympa, ça c'est vraiment sympa, quoi. Mais alors, bon, sur ce point, moi je vous quitte un petit peu tous les deux. Je me dis, comme ça, à froid, avant Cédric pousse des soupirs, mais est-ce que ça sert vraiment un truc comme ça? Est-ce que vous allez vraiment jouer tout le temps au-delà de l'effet de la nouveauté, de se dire, bon, bah maintenant je veux une lumière plutôt bleue, plutôt jaune Alors, je me pose la question. Hein. Hormis la couleur, déjà le fait que ce soit contrôlable à distance, à l'inverse de SmartThings, c'est plus facile pour tes parents que le truc de SmartThings. C'est vrai. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une installation spécifique à faire, c'est juste une ampoule. Tu lances ton appli smartphone, tu te connectes sur l'ampoule, tu la configures avec ton réseau Wi-Fi en 5 minutes et c'est terminé. L'ampoule, elle est connectée pour 10 ans, entre guillemets, quoi. Le temps de vie de l'ampoule, faut savoir combien de vie le temps de vie de l'ampoule. Hein. C'est de la LED, donc faut compter 3, 4 ans, 5 ans. C'est quand même pas mal. Mais t'es tranquille 5 ans avec des ampoules connectées. Et après, tu peux les éteindre à distance. Après, les couleurs, faut savoir que Philips cartonne avec ses lampes de couleurs. Mais oui, c'est vrai, donc c'est quelque chose qui peut les ambient qui peut marcher. Machin, Les ambient light de Philips, ça coûte un bras, une jambe, quoi. C'est 100 et quelques euros pour avoir un truc qui te réveille le matin en jaune super éclairé. Ah, mais attends, alors est-ce que tu peux déterminer à quel moment elle s'allume et de quelle manière? Tiens, Cédric sait peut-être. Cédric sait peut-être. Est-ce qu'on peut déterminer la période de temps à laquelle on veut attribuer une couleur? Non, mais genre, ça peut te réveiller. Tu dis, tu t'allumes à tel moment. Ah voilà. D'accord, mais là ça m'intéresse tout à coup. Ah, on l'a converti, c'est bon. Ah ouais, non mais là tout à fait, ouais. Et ça coûte combien les ampoules? On sait pas, là, pour le prix. C'est pas encore sur le prix pour l'instant, on peut demander une réservation. Ce qu'ils ont annoncé aujourd'hui, qu'ils lanceraient ça en Australie parce que le fondateur est d'origine australienne. D'accord. Donc apparemment, il a dû avoir des accords avec des firmes en Australie qui l'aident. Il commence à lancer en Australie, je pense qu'il y aura les US et l'Europe plus tard. D'accord. Mais de toute façon, c'est prometteur. Effectivement, effectivement, là, si tu peux calculer à tel moment, ouais. Okay. Et dernière boîte que j'ai bien aimée, d'accord. Et c'est ma dernière, c'est Netatmo. Je sais pas si t'as vu. J'ai pas vu la conférence. Alors Netatmo, en fait, c'est quoi? Alors c'est des Français déjà, Cocorico. Ok. Donc ils vendent un genre de device, un appareil qui va permettre de mesurer la température, l'humidité, le taux de pollution chez toi comme à l'extérieur. Et te donner sur ton smartphone toutes ces informations de manière à savoir la température qu'il fait chez toi, l'humidité, la qualité de l'air chez toi comme à l'extérieur. Alors tu vas me dire à quoi ça sert parce que oui. Il y a pas mal de gens qui veulent le savoir. Maintenant le truc qui est vachement intéressant, et ils l'ont annoncé à l'OEBS, qui lance aujourd'hui en alpha, c'est qu'ils ont une version que tu vas pouvoir consulter via une genre de maps de toutes les personnes qui sont équipées de ce device de Netatmo. Tu vas pouvoir avoir la map, la cartographie de par exemple toute la région parisienne avec tous les gens utilisant le produit et la température en temps réel par rapport à ce que leur capteur à leur fenêtre réceptionne. Donc la qualité de l'air, la vraie température. Par exemple, il a montré Météo France. Météo France donnait 6 degrés à Paris aujourd'hui. Il a utilisé le capteur et tous les capteurs sur Paris, il en avait pratiquement une centaine qui étaient éparpillés sur Paris. Et en fait, par quartier, on voyait ça a monté à 8, 9, 10, 11 degrés dans Paris. D'accord. Donc il n'y avait pas la même température. Il y avait la température, certes, de 6 degrés dans certains endroits de Paris, mais pas partout. Pourquoi? Parce que tu as la pollution avec les voitures qui circulent dans Paris, les magasins qui ont le chauffage va à fond, pareil les immeubles. Ouais. Du coup, la température intramuraux forcément augmente. Donc ils ont montré ça et ils ont montré en fait la qualité de l'air aussi. Ils ont la possibilité de savoir le taux de pollution dans Paris en temps réel. Il y a un certain nombre d'éléments. Et c'est un peu
l'outil communautaire pour la température, la qualité de l'air. On est vraiment dans l'Internet des objets qui permet, avec les capteurs, de digitaliser le réel, comme le disait l'un des intervenants, et de se servir ensuite de ces données, parce que c'est ça finalement, transformer les choses en données, et de se servir de ces données ensuite concrètement pour les traiter, en tirer des enseignements, faire des actions, etc. Exactement. C'est pas mal, ouais. Non mais tu m'as converti les deux, ouais. C'est a priori c'est des trucs qui m'intéressaient pas forcément, et en fait, ouais, d'accord. C'est des belles boîtes. Ok. Super, bah écoute, merci David. Merci à toi. Un petit mot, on va conclure. Tu veux revenir Jérôme pour conclure? On conclut là? Allez Jérôme. D'accord. Merci David. Merci Patrick. Et donc voilà, avec Jérôme, on va vous dire au revoir pour cette première journée à Le Web. Tu mets ta moustache quand même. Ah, il y a du poil de Corben. Il y a du poil de Corben mais dessus. ça peut être dangereux. Pas mal. Donc voilà, c'était la première journée à Le Web. C'était très bien. C'est pas crédible, hein. Assez fourni, comme vous l'aurez constaté. Il y avait beaucoup de choses à voir, même je suis sûr qu'on n'a pas tout vu. J'espère qu'on pourra en voir un petit peu plus demain et le jour suivant. Donc on vous donnera rendez-vous pour 2 émissions, enfin un No Watch Mag. Ouais, alors expliquons, parce que tu n'étais pas clair tout à l'heure. Non, pas demain, tellement. on va faire un No Watch Mag avec des parties rendez-vous tech qu'on retrouvera peut-être dans le rendez-vous tech. Alors là, t'es pas clair non plus. En fait, les 2 premiers jours, on fait cette émission, un No Watch Mag qui sera en vidéo sur YouTube. Et le 3e jour, on va faire un rendez-vous tech qui résume un petit peu l'ensemble, qui sera dans le flux du rendez-vous tech. Et on va sans doute y ajouter les 2 émissions en audio après. Les 2 premières émissions. Je suis même pas sûr parce que là ça fait quoi, 1 heure et quelques. Ça fera un rendez-vous tech de 3 heures. Donc on verra. On verra, ou un rendez-vous tech par épisode. Ouais, on verra. Bon, en tout cas, on vous donne des nouvelles de là où on est. Voilà, on et espère on sera de retour. qu'on aura plein de choses passionnantes à vous raconter. Donc ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est la balle à moustache, c'est l'avenir, clairement. Clairement, je crois que c'est le plus bel objet qu'on ait vu sur le web. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné techniquement, arriver à faire pousser du poil sur les. Je pourrais en parler des heures en fait. Eh ben, on va te laisser en parler. Nous, en attendant, on va couper l'émission et on se retrouve demain pour la suivante. Exactement. Et dors un peu cette nuit, Patrick, parce que là, t'as l'air fatigué. Mange un peu. J'ai un truc dors. à l'ambassade de machin, et puis ensuite la soirée de machin, ça va être dur. Ah mais on ouais, va essayer. d'accord. On va essayer. Nous, on va travailler, tu vois, pendant que toi, tu vas aller guincher. Nous, on va dérocher, on va faire du montage. Mais attends, voilà. Maquilleuse. Il n'y en a pas, laisse tomber, il n'y a pas de budget. Non. Ok. Merci à tous. À ciao demain. tout le monde. À ciao, demain. ciao.